l'objectif aussi de la journée d'aujourd'hui, c'est de pouvoir, par nos réflexions qu'on va vous amener, par les différents éléments qu'on vous présente, de vous questionner sur votre posture en tant qu'enseignant, votre posture professionnelle, les biais peut-être que vous avez, que vous pouvez avoir. Hein. On n'a pas le monopole de la vertu, donc ça arrive que malgré toutes nos bonnes intentions, on se rend compte qu'on a certains biais qui sont intégrés soit dans notre enseignement, soit dans notre pratique personnelle. On a certains privilèges qu'on ne pensait pas qu'on avait comparativement à d'autres personnes. Donc, cette liste-là vient nous permettre de réfléchir à tout ça puis de se mettre dans cette différente posture-là, une posture un peu plus de recul, un peu plus d'humilité par rapport à notre propre perception, notre propre culture, pour être capable de vraiment aller rejoindre l'autre, puis faire le lien avec les élèves qu'on va avoir dans nos classes, puis vraiment aller créer cette discussion-là, puis cette ouverture-là qu'on recherche quand on parle de milieu interculturel, d'enseignement en milieu interculturel ou même d'éducation interculturelle et inclusive. Ça demande cette posture-là d'humilité puis de recul par rapport à sa propre perception, son propre vécu. Donc, c'est vraiment dans cette posture-là qu'on veut se placer. Puis ça met la table par rapport à notre panel aussi. Donc, encore une fois, comme je vous disais un peu plus tôt ce matin, on n'a pas de réponse unilatérale qui va faire pour tous les milieux, qui va faire pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. On s'entend, on est quand même 86 personnes là, qui sont présentes aujourd'hui, donc avec 86 milieux probablement entièrement différents, comme on l'a vu aussi avec les données sur la capitale nationale que vous avez, qu'on a abordé dans la première section. Donc, tout ça mis ensemble, c'est uniquement un angle de réflexion, puis de début d'outils que vous allez pouvoir ensuite appliquer dans vos milieux. Donc, sans plus attendre, en fait, voilà, le panel, c'est le moment que vous attendiez tous. Donc, je laisse ouvrir les caméras pour Sabrina et Sivan et Hector, qui sont nos trois panélistes aujourd'hui. Je vais juste m'assurer. Cassandra, est-ce que tu veux valider avec Hector qui est capable d'activer sa caméra, que sa caméra est fonctionnelle? Donc, notre panel d'aujourd'hui s'intitule « Ai-je le droit de dire ça? » Déjà, on l'a mentionné tout à l'heure, une des questions qu'on a eues d'un de nos participants était comment est-ce qu'on traite de certains sujets? Est-ce qu'on doit changer la façon dont on parle de certains sujets? Donc, ça fait partie des questionnements qu'on va aborder aujourd'hui. Puis, en fait, quand vous vous êtes inscrits, une bonne partie d'entre vous ont partagé des situations, des mises en situation ou des contextes qui sont arrivés dans vos milieux. Pour préserver l'anonymat, j'ai changé un petit peu les mesures, j'ai changé un petit peu les termes puis la façon dont c'était rédigé. Mais il y a vraiment des thèmes très centraux qui se sont retrouvés dans vos interventions. Donc, c'est ces thèmes-là qu'on va aborder aujourd'hui sous forme de questions qu'on va poser à nos panélistes. Donc, on va y aller une première fois. Donc, le déroulement du panel, il va y avoir une présentation individuelle. Donc, chacun d'entre eux vont se présenter, voir un peu aussi c'est quoi leur angle de recherche ou leur posture professionnelle là, dans le contexte de notre panel. Puis ensuite, on va y aller pour les mises en situation et les questions là, que vous avez posées dans les formulaires d'inscription. Puis, à la fin, complètement, on va aller chercher les questions du public. Donc, encore une fois, je vous invite à utiliser le Q&R ou le Q&A, dépendamment de la langue de votre Zoom actuellement. Mais donc, d'aller utiliser cet outil-là pour nous poser des questions. Évidemment, on a seulement qu'une heure pour parler d'un sujet qui pourrait, en fait, je pense qu'à chaque fois que Sivan, Sabrina et moi, on se parle, on trouve de nouveaux sujets et de nouvelles façons de parler des mêmes enjeux. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas répondre à l'entièreté des questions que vous allez avoir à nous poser. Donc, on va devoir filtrer, on va devoir en sélectionner quelques-unes d'entre elles. Mais on espère quand même pouvoir avoir
vous présenter un portrait assez global, assez général des situations puis des enjeux là, qui peuvent se présenter dans vos milieux. On pourra les prendre en note. Là. Je ne veux pas m'engager pour nos panélistes sans leur en avoir parlé à l'avance, mais on pourra voir là, si certaines des questions qui n'ont pas été répondues, s'il y a moyen de voir plus tard, mais je vous reviendrai là-dessus plus tard. Donc, nos 3 panélistes, justement, est-ce que moi, dans mon ordre, dans mon écran, j'ai Sabrina, Sivan et Hector dans cet ordre. Donc, si ça vous convient, on va passer dans cet ordre-là également pour les premières présentations. Puis ensuite, pour ce qui est des questions, mais je vais lire la mise en situation. Puis, je vais commencer avec un ordre Sabrina, Sivan, Hector. Puis après ça, si vous voulez vous répondre par rapport à ces questions-là, on se redonnera un petit tour de parole par après. Donc, Sabrina, si tu veux te présenter, s'il te plaît. Oui, merci. D'abord, je suis désolée de ne pas avoir été présente dans la première partie, donc je ne sais pas exactement ce qui a été discuté ou pas déjà. Et je brise la glace de ce panel. Alors, j'espère que je ne répéterai pas ce qui a déjà été dit. Donc, je commence par me présenter. Je suis professeure de didactique de l'histoire et d'éducation à la citoyenneté à l'Université de Sherbrooke. Dans ce cadre-là, je travaille dans le fond à la formation des futurs enseignants d'histoire au secondaire. Et je m'intéresse d'emblée au lien entre la formation historique et la citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté. Et je pense que beaucoup des questions et des enjeux qui vont être abordés aujourd'hui relèvent, dans mon cas en tout cas, de ces liens-là qu'on peut faire entre une formation historique et le développement d'un meilleur vivre ensemble, par exemple. Mes sujets de recherche plus spécifiques portent sur la prise en compte de la pluralité des expériences historiques dans la représentation ou l'enseignement du passé du Québec et du Canada. Donc, comment tenir compte des différentes trajectoires, des différents parcours, des différents groupes dans notre société depuis le début jusqu'à nos jours, les défis que ça pose, les limites qu'on a pour le faire. Et donc, ça, c'est vraiment toujours en lien là, dans cette réflexion entre histoire et citoyenneté que cette réflexion-là a lieu. Je m'intéresse aussi avec Sivan, comme vous le savez sans doute, là, à l'enseignement des thèmes sensibles et plus particulièrement dans ces dernières années, l'enseignement des génocides du 20e siècle. On a travailler sur un projet qu'on va présenter cet après-midi. Donc, ça, c'est aussi encore une fois la relation histoire et citoyenneté, histoire-esprit critique qui est au centre de notre travail. Et cette réflexion-là sur l'histoire, sur le passé d'une société et sur son avenir, ça nous amène aussi toujours à réfléchir aux valeurs, au fondement du vivre ensemble. Et pour moi, ça, c'est un élément essentiel que je vais essayer de ramener peut-être dans la discussion plus tard, mais sur le fait que des valeurs, ça se travaille, ça se discute, ça ne s'impose pas. Et donc, cette idée-là est vraiment au fondement de mon approche. Une de mes valeurs fondamentales est celle du respect. Et je pense que c'est aussi une valeur qui peut nous aider à réfléchir aux enjeux dont on va discuter aujourd'hui. Est-ce que ce que je dis est respectueux? Mon intention est respectueuse, mais est-ce que les personnes qui reçoivent ce que je dis se sentent respectées aussi? Ça va dans les deux sens. Donc, c'est un principe que je mobilise beaucoup dans ma réflexion sur lorsque moi-même j'enseigne des sujets difficiles. Et si ce n'est pas le cas, et là, je ne sais pas jusqu'où je dois aller dans ma propre approche, là, mais je dirais que si j'ai l'impression que ce que je vais dire n'est pas respectueux, bien, je vais essayer de ne pas le dire. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a des mots qu'on ne doit pas nommer. Je pense qu'on doit parler de tout, mais on n'est pas obligé de tout dire, tout nommer. Alors, il y a des façons détournées ou d'autres voies. Et je pourrais donner l'exemple tout à l'heure. Je pense qu'on a une question sur le mot commençant par N. Je pourrais partager ce que je fais par rapport à ça. Voilà, je vais m'arrêter ici pour la présentation. Super, merci beaucoup Sabrina. Sivan?
Bon, je me présente alors que j'ai déjà parlé pendant 1 heure, mais c'est pas grave. Vous savez donc déjà un peu des choses de moi. En fait, moi, je travaille, je viens de la sociologie à la didactique, donc je m'intéresse beaucoup à pourquoi en fait on enseigne les choses d'une certaine façon. C'est quoi qu'on veut avoir comme conséquence de point de vue social, hein? C'est quoi les effets de notre enseignement, pas juste dans la classe, pas juste dans l'instruction, aussi évidemment qu'est-ce qu'on apprend, mais aussi donc beaucoup en lien avec l'éducation citoyenne, si vous voulez, ou à la citoyenneté, ou comme on veut l'appeler. Et donc, effectivement, je travaille sur tout ce qui est la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse à l'école, dans le milieu scolaire, de diverses manières. J'ai plusieurs projets qui travaillent là-dessus, pas juste dans les pratiques enseignantes. Aujourd'hui, on s'intéresse davantage aux pratiques enseignantes dans la classe ou au climat interculturel. Un autre projet que j'ai eu le plaisir de faire avec des collègues à l'Université de Montréal, à l'UQAM et encore Corinna Borianadon. Donc, vous voyez, toujours aller chercher différents aspects de cette question de lien entre l'école et la société. C'est aussi dans ce sens-là que vous avez vu ce matin les fiches dans lesquelles on présente différents aspects de la diversité. Puis, si ça m'amène à cette question de la posture, vous ne serez pas étonné que j'ai une posture qui ressemble un peu à celle beaucoup même, à celle de Sabrina. Je vous dirais que pour moi, c'est très important d'être capable de parler de la diversité, de nommer la diversité, de parler de la diversité, ne pas esquiver, ne pas avoir peur d'en parler, mais il reste qu'il faut savoir en parler justement avec le respect. Et donc, se reconnaître la diversité, mais ne pas imposer la diversité sur les autres. Donc, ne pas juste s'intéresser à leur diversité, mais ne pas faire comme si ce n'était pas là. Et donc, moi, là-dedans, étant donné que je suis une immigrante, une personne immigrante, puis je serai toujours une personne immigrante, j'ai un accent pour les confirmer à chaque fois que j'ouvre ma bouche avec les gens. C'est une évidence que je viens d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de réflexions, évidemment, là-dedans que j'y arrive à partir de cette expérience personnelle et je me positionne là-dedans comme une personne qui vit au Québec, qui est très active, je pense, dans le milieu scolaire au Québec, dans la réflexion de c'est quoi que l'école doit faire au Québec, mais justement avec ce bagage de mon propre parcours personnel. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous tous à faire ça. Donc, ce positionnement de dire à partir d'où je viens à la discussion, puis c'est là où on peut faire ce que disait aussi Sabrina, vraiment respecter la personne, pas juste se dire moi j'ai une bonne intention, donc je suis correcte, mais moi j'ai une bonne intention, mais comment je fais pour que cette bonne intention soit reconnue par la personne qui reçoit ce que je dis et comment je fais pour que ça a un sens. Donc effectivement, comment nommer les choses, à quel moment c'est pertinent de les nommer. Donc Sabrina a dit, on peut tout nommer, mais pas nommer tout. Je ne sais plus comment elle a dit ça, mais moi je dirais peut-être pas à tout moment aussi. Il y a des moments où on doit dire des choses, il y a des moments où ce n'est pas pertinent, ce n'est pas à nous de le faire. Et dans notre réflexion sur les thèmes sensibles, c'est la première question qu'on amène tout le temps. Si un thème est sensible, est-ce que je suis obligée d'aller là-dedans ou est-ce que je dois réfléchir une seconde? Est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour bien le faire en ce moment? Donc, c'est vraiment c'est toujours ces questions-là qui nous guident et après, on réfléchit selon les enjeux spécifiques de chaque thème. Vous avez commencé déjà un petit peu à traiter de nos questions, c'est excellent. Donc, puis on a déjà des questions dans le clavardage aussi qui commencent à s'ajouter. Donc, merci, Sivan. Hector, c'est ton tour. Merci. Bonjour. Avant tout, je suis vraiment quelqu'un dans une position très privilégiée de me retrouver là aujourd'hui parmi vous avec ces belles ressources, moi-même en tant qu'intervenant en milieu scolaire. Donc, merci. Hector Contreras, je veux juste parler un peu de mon parcours originaire de la Colombie, donc issu de l'immigration aussi. Et depuis presque 10 ans, je travaille comme intervenant, donc j'ai une formation en technique en travail social et un bac en travail social qui m'a amené à travailler toujours en contexte interculturel, en milieu scolaire. Donc,
sûrement, et j'espère que c'est ça que je vais pouvoir apporter aujourd'hui, c'est justement cet travail de terrain auprès des familles migrantes en soutien aux équipes écoles, au milieu scolaire, toujours ici dans notre territoire de découvreurs. Donc, je faisais partie en 2011 de l'équipe du réseau en fait, des agents en milieu interculturel du Centre multiethnique de Québec. Donc, un organisme qui est très présent et qui a toujours pris beaucoup d'initiatives dans l'accompagnement, bien sûr, des familles migrantes et des réfugiés. Et dernièrement, depuis 2-3 ans, directement attaché au Centre des services scolaires des découvreurs en tant qu'agent de soutien aux collaborations école, famille migrante, communauté. Donc, on a ajouté la dimension communauté qui est tout à fait nécessaire et c'est justement ça l'aspect que je vais surtout souligner aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer de collaborer, c'est de continuer à travailler, à reconnaître le caractère pluriel de notre société et la diversité qui se retrouve un peu partout. On l'a vu avec la présentation ce matin, on le vit au quotidien. Et surtout, justement, amener cette dimension qu'on a commencé à comprendre, le besoin urgent d'impliquer les familles, impliquer les parents, impliquer la communauté dans ces défis que nous partageons, que c'est d'instruire, de qualifier, mais de socialiser nos jeunes. Bien sûr, des jeunes qui n'ont pas nécessairement les choses très faciles, surtout quand on est un peu plus âgé en milieu secondaire, avec le double défi de l'intégration sociale, plus le développement identitaire, cette quête qui est très importante. Donc, des jeunes qui se retrouvent un peu souvent mal pris entre la société d'accueil, ce qu'on attend d'eux, ce qu'on leur demande, et aussi entre la culture d'origine. Et un autre aspect aussi de cette collaboration que j'aimerais souligner aujourd'hui dans la discussion, c'est l'importance justement de faire équipe, de ne pas être toute seule comme enseignant à faire face à justement ce type de questionnement. C'est sûr, ça se travaille, ça nous demande beaucoup d'initiatives, en fait, ça nous demande d'être très proactifs pour aller, surtout dans une époque comme la nôtre, parce que les jeunes sont là, ou peut-être un pas plus en avant que nous, mais de faire équipe avec les différents intervenants de l'école pour aller connaître qui sont ces jeunes, qui sont ces familles qu'on reçoit. Et déjà, c'est comme une piste de solution, bien sûr, qu'on peut utiliser comme moyen de mieux cibler certains sujets, de se sentir plus à l'aise au moment de discuter avec un élève ou avec certaines familles dans une classe des sujets, bien sûr, qui ne seront jamais faciles à traiter parce que ce sont des enjeux qui dépassent notre simple domaine de travail. Donc, voilà, c'est surtout cet intérêt d'aller connaître davantage nos familles pour guider nos actions aussi et pour se connaître et connaître les personnes avec lesquelles on travaille. Excellent, merci beaucoup, Hector. Donc, avec ces super présentations qui déjà nous donnent plusieurs angles de discussion, plusieurs angles de réflexion là, parmi ce que vous avez mentionné, je vais quand même commencer avec certaines des questions là, qui nous ont été posées par nos participants aujourd'hui. Donc, parmi les formulaires qui nous ont été soumis, là, il y a quand même plusieurs sujets qui sont ressortis comme étant des sujets qui étaient en lien avec l'enseignement en milieu interculturel, donc soit l'éducation à la sexualité en lien avec la diversité sexuelle, de genre, les orientations sexuelles, aborder l'orientation sexuelle avec des gens de confessions religieuses différentes, l'homosexualité en tant que pratique criminelle ou immorale, les pratiques et les croyances religieuses, autant au niveau du port du symbole religieux chez les élèves ou chez les parents, sur les nouvelles religions, les mouvements sectaires, les événements mondiaux, là, comme justement l'histoire des génocides, les attentats du 11 septembre, l'esclavagisme, la traite des Noirs, toute la question des mouvances sociales, politiques, donc le Black Lives Matter, le mouvement MeToo, les groupes extrémistes, puis même aussi tout ce qui est en lien avec les conflits de valeurs hommes-femmes, la diversité de valeurs en lien avec le travail, l'argent, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes là, qui nous ont été mentionnés comme étant
des lieux où est-ce que des fois, il y a soit des accrochages ou des inconforts de la part des enseignants. Puis, ma question, après toute cette énumération de différents thèmes très, très variés, c'est quoi le rôle des enseignants, des intervenants scolaires quand des élèves présentent des positions qui vont à l'encontre des valeurs que l'École québécoise se donne comme mission de véhiculer, que ce soit en lien avec la sexualité, l'égalité homme-femme ou tout autre de ces thèmes là, que je viens de mentionner. J'avais dit que je commencerais par Sabrina vu qu'elle était en haut, mais Sivan avait l'air de déjà vouloir prendre le micro. Donc, est-ce que... Mais je peux, en fait, puisque Sabrina a dit avec raison, elle n'était pas là ce matin, et donc ça peut lui donner un indice de ce qu'on a déjà dit, mais on en a parlé effectivement, on a donné quelques exemples ce matin de ce genre de thèmes. Et on a parlé un peu des deux finalités de l'éducation inclusive et interculturelle. Puis vraiment, c'est vraiment important de se rappeler de ces deux aspects tout le temps. C'est-à-dire que d'une part, on veut prendre en compte à travers nos pratiques, adopter des pratiques d'équité, donc à l'égard de certains élèves, mais on veut aussi travailler à vivre ensemble avec tous les apprenants dans le cadre de la société québécoise. Et il faut vraiment... tous ces exemples, en fait, que tu nommes, Élise, ils sont très différents. Hein. Selon les thèmes et selon les situations, ben, on est confronté à des réactions différentes de nos milieux, de nos élèves. Mais en fait, la réponse, elle est un peu dans la question, c'est-à-dire que l'école véhicule certaines valeurs, en fait, de façon très claire. Le curriculum véhicule certaines valeurs. Ce n'est pas les valeurs de l'enseignant. Donc, quand les commentaires sont à l'encontre des valeurs de l'école officiellement, comme par exemple sur l'homosexualité est illégale, par exemple, ben, on peut rectifier. Non, au Québec, l'homosexualité n'est pas illégale. Ceci étant dit, on peut reconnaître que c'est un enjeu sensible, que ça peut être difficile dans différentes cultures, qu'il y a dans certaines cultures, oui, dans certaines sociétés, oui, c'est illégal. Mais au Québec, c'est légal et c'est illégal de l'interdire, vous voyez? Donc, à un moment donné, il y a des réponses qui sont quand même très claires et je ne les considère pas tout à fait sensibles dans le sens où on sait ce qu'on doit dire. Alors que dans d'autres cas, c'est plus difficile et c'est plus délicat parce que ça touche les valeurs et les représentations sociales de chacun et il y a de la place à des discussions. Et là, on doit faire attention à ne pas imposer un point de vue comme si c'est la vérité absolue, puis reconnaître qu'il y a différentes perspectives possibles sur ces valeurs. Donc, il faut être capable de faire la distinction entre ces thèmes-là, en fait, pour bien réagir, à mon avis. Merci, Sivan. Sabrina, oui? Oui, j'enchaîne. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Sivan vient de dire. Moi, j'allais partir sur la question de la démocratie. On vit en démocratie et par définition, il y a une pluralité de visions du monde, de valeurs qui sont admises. C'est ça la beauté de ce système politique-là, bien imparfait par ailleurs, c'est sûr. Mais je pense que l'école a un mandat d'éducation et beaucoup plus que de, par exemple, punition ou répression, parce qu'on pourrait avoir tendance en imposant des valeurs ou une façon de voir, puis en punissant ou en excluant d'autres façons de voir, on est plus dans un modèle répressif. Si on veut incarner cet idéal démocratique, il faut faire une place à l'école pour cette diversité de valeurs, pour la discussion qu'on peut avoir autour de ces valeurs. Sivan vient de donner une approche puis des thématiques qu'on peut utiliser pour aborder ça. C'est sûr que là, on n'a pas le temps ici d'aller plus loin pour chacune des valeurs ou des enjeux que tu as nommés, Élise, mais c'est sûr qu'il faut quand même avoir le courage d'une part de se dire, on est en démocratie et ça s'explique aux enfants. Je pense que c'est notre rôle dans le domaine de l'éducation de faire cette formation démocratique-là auprès des enfants. Et chacun, c'est un travail, c'est un processus, c'est toujours en construction la démocratie et on peut voir nos interventions comme un moment dans un processus et ça se peut qu'on fasse une erreur, ça se peut qu'on se trompe.
mais on est nous aussi en train de cheminer dans ce processus-là pour un meilleur vivre ensemble démocratique. Et je répète le mot démocratique parce que je pense que quand Sylvain faisait référence aux valeurs de l'école québécoise, bien, souvent quand on lit les textes ministériels, on va lire ça, les valeurs démocratiques. Ce sont ces valeurs-là qui sont au fondement de nos programmes. Le problème, je pense, c'est qu'on ne les travaille pas assez. On les identifie pas assez, même en formation et même dans nos textes ministériels. Si on cherche c'est quoi ces valeurs-là, il y a peut-être 1 ou 2 endroits où on va en identifier quelques-unes. Peut-être qu'on a ce travail-là à faire au Québec, de clarifier c'est quoi les valeurs démocratiques, comment en parler, comment y arriver, hein, sans les imposer, mais l'idée, c'est vraiment de les discuter puis de les travailler ensemble, puis quitte éventuellement à les modifier, là. Voilà. Merci, Sabrina. Hector? En fait, je vais juste ajouter un élément qui revient un peu à ce que je disais tantôt, parce qu'il y a énormément de sujets qui sont plus fragiles que d'autres, et je ramène avant tout aux intervenants scolaires ou aux enseignants le besoin de se connaître, de se sentir à l'aise par rapport à chaque sujet, parce que, bien sûr, ce sont des sujets très complexes. Il n'y a pas une seule et unique position sur l'homosexualité, la diversité sexuelle. En tout cas, ça implique les valeurs, ça implique certains conflits. Et ça ne veut pas dire que c'est nécessairement négatif, les conflits. Mais en fait, ce que j'invite aussi tout intervenant scolaire, c'est dans toute l'approche interculturelle, avant tout, il faut se connaître. Il faut reconnaître sa propre culture et se questionner. Ben, comme l'exercice qu'on nous a invité à faire tantôt, de regarder comment on se voit comme personne et comment on se positionne par rapport à certains sujets nous-mêmes avant d'aller juger certaines ou intervenir dans certaines situations, parce qu'au moins, on sera un peu mieux outillé et en tout cas, on sera beaucoup plus à l'aise de répondre quelque chose ou de recevoir quelques commentaires. Après, dans cette optique interculturelle, en fait, je reviens à la question de mieux connaître nos élèves et leurs familles. C'est quelque chose, un progrès très important qu'on a fait en société. Je l'ai vécu depuis que j'ai commencé en 2011 et aujourd'hui, où à l'époque, on ne se donnait pas les outils ni le temps de connaître je vais dire juste les élèves. À l'époque, c'était juste les élèves. Là, on est rendu à réaliser qu'il faut connaître l'élève et sa famille. Il n'y a pas une dissociation. Ça vient ensemble, le bien-être de l'enfant, de l'élève, ou le bien-être de la famille, pardon, a des répercussions, un impact sur le bien-être de l'élève et comment il se sent. Donc, on a absolument besoin de connaître davantage les familles. Et ça, ce qui amène, c'est peut-être les peurs, les craintes qu'on peut avoir ou les attentes qu'on a envers les élèves par rapport à certains sujets délicats ou plus fragiles. Ça peut nous aider tout de suite à nous sentir plus sécures. Parce qu'on pense qu'au Québec, tous les Arabes sont musulmans ou que les catholiques sont tous pratiquants et qui sont contre un sujet en particulier ou un autre. Et bien sûr, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une diversité parmi toutes les communautés, si on veut dire. Déjà, il faut quand même le souligner. On est tous porteurs de culture et bien sûr, ça évolue. Elle est très dynamique et ça change tout le temps. Et bien sûr, une personne qui avait certaines valeurs ou qui considérait certaines valeurs très importantes à leur arrivée, ça va évoluer sûrement avec les expériences et les apprentissages. Et déjà, j'invite le personnel du milieu scolaire à justement aller chercher cette information que peut faciliter les échanges. Mais dans tous les cas, on n'a pas le choix, bien sûr. Quel est le rôle d'un enseignant ou d'un intervenant au milieu scolaire? C'est d'accueillir ça. Parce que c'est vrai que dans certaines cultures ou dans certaines sociétés, le dialogue entre parents et enfants de ce type de sujet n'est pas encouragé comme peut-être on le connaît ici où il y a beaucoup plus de dialogue, même si, encore une fois, bien sûr, il y a des sujets qui restent tabous pour notre société québécoise, pour des parents qui ont grandi dans le même système scolaire que le nôtre. Donc, déjà, je pense que c'est un outil d'aller chercher et pour se sentir plus à l'aise de dire, ah bon, je connais un peu le parcours, je connais un peu l'origine, je connais un peu la culture d'origine de mon élève.
j'ai eu l'opportunité d'échanger ou de connaître certains aspects de qui est la famille, de son origine, d'où ça vient, et ça peut guider aussi ces moments d'intervention. Super, merci. Est-ce que vous vouliez reprendre certains des éléments qui avaient été mentionnés par les autres? Sabrina, vous laissez. Moi, je me suis noté un truc quand même en vous écoutant, Sabrina et Hector, autour de cette idée des valeurs. Hein. Puis Sabrina l'a répété beaucoup, puis pour la question de démocratie, puis Hector dans le lien avec les familles, hein, les valeurs de la famille. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à croire que nos valeurs sont des valeurs partagées. Ce sont les valeurs de la société québécoise. Mais la vérité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Peu importe la question de l'immigration au Québec, les valeurs dans la société québécoise de troisième génération et plus qui sont là depuis 1500 ne sont pas si partagées que ça. On a beaucoup de choses qui nous séparent sur le plan des valeurs. Puis, ça peut être des questions socio-économiques différentes, idéologies politiques différentes, questions écologiques, questions, peu importe. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont nous séparer. Et cette idée de penser qu'il y a les valeurs québécoises, qu'il y a nos valeurs versus leurs valeurs, c'est là où, en fait, on tombe dans un piège. Et c'est pour ça que c'est super important de se rappeler qu'on est dans une société démocratique où il y a tout le temps une diversité autour de nous, puis qu'on fait place à cette diversité-là dans tous ces aspects. Et que là s'ajoutent les familles immigrantes, c'est vrai, mais toutes les familles arrivent avec des valeurs, puis tous les élèves arrivent avec des valeurs de leur famille. C'est juste qu'ils sont, dans le cas des familles immigrantes, des fois, sont plus éloignés ou en tout cas, des choses qu'on connaît un peu moins, nous, en tant qu'intervenants. C'est là que c'est intéressant, c'est très intéressant, je trouve, ce que dit Hector, à penser, nous, en tant qu'intervenants, avec quoi on arrive. Et se rendre compte, quand on se rend compte de ça, ben, on accepte mieux aussi ce que les autres nous amènent dans notre milieu. Le fait que tu mentionnais, Hector, qu'on est des passeurs culturels aussi, on arrive avec notre bagage à nous définitivement dans ces discussions-là. Donc, ça, c'est pas une valeur, c'est pas j'arrive avec le bagage de l'entièreté de la société québécoise, j'arrive avec mon bagage à moi comme intervenant scolaire devant un élève qui a son propre bagage, ses propres valeurs aussi. Donc, c'est là où est-ce que le lien doit se faire aussi, cette posture-là de recul et d'humilité dont je parlais tout à l'heure aussi, de dire, ben OK, c'est quoi moi, avec quoi j'arrive moi dans cette discussion-là, puis donc, comment est-ce que je peux créer des liens pour faciliter ces échanges-là. Donc, Sabrina, vas-y, excuse, je ne suis pas panéliste, mais dans les faits, je m'en permets un petit peu des fois. C'est ton privilège de ce matin. Bien, en fait, je réagis sur deux choses, mais Élise, tu viens de remettre le doigt dessus, là, qu'Hector a dit, c'est la question de l'humilité. Je pense qu'on a vraiment besoin de prendre cette posture-là, puis d'admettre ce avec quoi on n'est pas à l'aise, qu'on ne connaît pas et tout, là, c'est sûr. Puis c'est certain qu'on est sur des sujets puis dans des situations qui peuvent être malaisantes et où on va se sentir plus ou moins outillé pour les affronter. Et par rapport à ce que Sivan a ajouté, ça me fait penser à cette diversité de valeurs, cette diversité de perspectives et de points de vue avec lesquels les élèves arrivent, avec lesquels les enseignants arrivent. Il faut qu'on ait une place à l'école pour que ça s'exprime. Et puis, je voyais dans les commentaires, ah oui, mais la polarisation, puis c'est vrai, là, la polarisation, c'est un vrai problème dans notre société, mais à partir de quand est-ce qu'on est dans une situation polarisée? Tu sais, je pense qu'il y a jusqu'où on est capable de tolérer la dissension, et je pense que c'est plutôt sur ces règles-là qu'on peut se donner. Tu sais, dans ma classe, on peut aller jusque-là dans l'expression de nos propos, et dépasser ça, ben, on est devenu irrespectueux, on manque de respect, on rentre dans la polarisation. Et la polarisation est un concept important, je pense, à enseigner aux enfants, particulièrement dans le monde dans lequel on vit, là, et la crise qui a lieu en ce moment l'illustre bien. Voilà. Ben, si tu me permets, Élise. Vas-y. En fait, justement, pour réagir à ça, je trouve que c'est tout à fait l'importance justement de ces espaces de dialogue, d'échange et
d'amener des conflits sur la table, parce que c'est les conflits des conflits pas nécessairement vus du point de vue permettre la chicane, le manque de respect, pas du tout, mais c'est les conflits qui font avancer les sociétés. Quand on se pose des questions et qu'une autre personne pense à un point de vue différent, c'est là qu'il va falloir s'entendre, mais c'est à partir du dialogue, et c'est une différence justement avec peut-être avec ce que je disais, où on n'a pas l'habitude dans certaines sociétés d'ouvrir ce dialogue en paix. C'est que bien sûr, plusieurs personnes ont grandi dans des régimes autoritaires où le fait de s'exprimer n'était pas un droit, n'était pas un privilège. Donc, il y a moins cette habitude, il y a la crainte qui est derrière ça. Mais justement, il faut éduquer les jeunes, et surtout encore plus aujourd'hui avec la polarisation. Là, on commence à les voir avec des sujets comme la COVID, ou c'est que tout le mouvement aux États-Unis, pour ne pas le nommer, avec Donald Trump et sa façon de faire la politique, a amené les gens à se rendre compte qu'on peut facilement se polariser sur tout et rien. Et comme c'est le cas dans d'autres sociétés vraiment polarisées où c'est la droite, la gauche, point. Et donc, il faut justement ouvrir ces dialogues et amener les jeunes, parce que déjà, je vais inclure un point aussi qui est pour moi incroyable, c'est qu'il faut établir les dialogues, parce que sinon, ça se passe ailleurs sur les médias, sur les réseaux, où c'est moins personnel et on peut se permettre de dire et faire n'importe quoi. Et ça revient à notre mission d'éduquer, de socialiser, donc de montrer aux jeunes qu'on devrait être capable de se parler, de discuter, bien sûr toujours dans le respect et dans un cadre très, très clair pour tout le monde. C'est un des éléments qui ressemble aussi, qui ressort aussi dans le clavardage au niveau du dialogue, justement, là, de préparer les élèves au dialogue, puis de préparer les élèves à échanger sur ce genre de thème-là. Puis, je vais vous lancer dans le bain déjà, parce que ça a été un des thèmes qui amène beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions, autant dans les médias que dans les classes, parce que parmi les réponses qu'on a eues, on a quand même, ça a été mentionné à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on fait avec les questions comme le racisme systémique ou le mot en haine qui a été très, très polarisant, très, très mentionné dans les débats publics? Comment est-ce qu'on peut aborder, parce que là, c'est une très grosse question, c'est une question qui est pleine de complexité, mais qui est aussi re-questionnée dans le clavardage là, qui nous avait été posé ce matin dans la rencontre là, par rapport à comment est-ce qu'on adapte le langage, est-ce qu'on adapte le langage historique pour essayer d'éviter de froisser? Est-ce qu'on change les termes qu'on utilise ou comment est-ce qu'on utilise les termes puis ces thèmes-là, justement? Oui, j'y vais. Là, Sabrina, tu nous as annoncé dès le départ que tu vas vouloir nous partager ça. Alors oui, c'est ça. Alors, j'y vais. Bien, c'est ça. Comme je disais tantôt, moi, je pense qu'il y a quelques questions qu'on doit se poser avant de nommer. C'est sûr que des fois, ça peut sortir sans qu'on ait réfléchi, là. Mais quand on a... Bon, idéalement, on doit réfléchir à ce qu'on dit comme enseignant. On a des modèles quand même. Et donc, la question à se poser, c'est est-ce que le vocabulaire que j'utilise est respectueux? Si oui, tout va bien. Sinon, est-ce que je suis vraiment obligée d'utiliser ce terme-là? Parce que ça va faire souffrir des gens. Il faut quand même le reconnaître. Et peut-être que ça ne fait pas souffrir des gens dans la classe nécessairement, mais on reproduit à ce moment-là une certaine forme d'oppression. Et là, je vous amène à un TED Talk, TEDx, là, qui pourra peut-être vous intéresser en sortant de cette journée, de Elizabeth Stoddard Pryor. C'est en anglais, mais elle dit une phrase extraordinaire qui s'applique dans son cas aux mots commençant par N, mais qui peut, en fait, qui pourrait être transposé pour n'importe quel mot qui blesse. Elle dit, le mot commençant par un N est une idée déguisée en mot. Et l'idée déguisée sous ce terme-là, c'est celle du racisme, c'est celle de l'infériorisation d'un groupe. Alors, et c'est toujours le cas, que ce soit des femmes, que ce soit d'autres groupes, là, c'est pas nécessairement attribuable seulement
aux mots commençant par N, mais je trouve que c'est ça qui fait problème, c'est qu'il y a une idée derrière le mot et que cette idée-là, elle reproduit le racisme dans ce cas-ci, ou la discrimination, ou dans tous les cas, l'infériorisation du groupe dont il est question. Alors, quand on demande si il faut adapter le langage en histoire, j'ai dit, Élise, moi, je veux pas de réponse catégorique, là, mais, mais j'aurais tendance à dire que oui, autant que possible, il faut adapter le langage, même en histoire. C'est sûr qu'on va pas transformer les documents historiques qu'on doit lire et que ces mots-là s'y retrouvent. Mais comme enseignant, on n'a pas à les répéter en classe. On peut faire référence. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut parler de tout. On peut parler de ce mot-là sans nécessairement le nommer, le prononcer. On n'est pas obligé. On peut avertir les élèves qui vont le lire et tout. Mais pour moi, ça, c'est vraiment important. Puis par rapport aux mots en N et en histoire, on a souvent on a des expressions qui reprennent, disons, une variation du mot en N quand on parle de l'esclavage, comme les bateaux négriers ou la traite négrière. Évidemment, ça va faire émerger le mot, puis il va falloir en parler. Et je pense que ça, c'est tout à fait sain qu'on en parle à l'école. Et là, je prends un exemple une personne que vous connaissez bien à Québec, là, Webster, qui, moi, c'est une expression que j'ai maintenant intégrée dans mon vocabulaire. Je ne parle pas d'esclaves, mais de personnes esclavisées. Parce que si on parle d'esclaves, on fait comme si c'était un état naturel. Il y a des femmes, il y a des esclaves, il y a des hommes dans une société. Eh bien non, il y a des femmes, il y a des hommes, puis parmi ces hommes et ces femmes-là, ou d'autres genres, ben, il y a des personnes qui ont été esclavisées et en nommant les choses comme ça, non seulement on nomme un phénomène, on identifie des gens, oui, mais on nomme le phénomène de la domination des uns sur les autres. On fait voir les rapports de pouvoir simplement en changeant la façon de dire le mot esclave. C'est d'une puissance, je pense, assez intense. Et ça permet d'ouvrir la discussion avec les élèves sur le poids des mots, justement. Donc, c'est juste un petit exemple, mais je pense que c'est assez parlant. Je m'arrête ici pour l'instant. Je poursuis. Je vais poursuivre avec, d'ailleurs, en fait, toute cette idée, je vais élargir un petit peu, OK? Mais parce que c'est la raison pour laquelle nous, on va parler souvent aujourd'hui des personnes racisées. On ne va pas parler pour décrire le racisme, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir que les races soient vraies pour que le racisme soit vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on sait aujourd'hui très clairement qu'il n'y a pas de différence des races entre les personnes humaines, et pourtant, on sait qu'il y a un phénomène de racisme très fort à l'égard de certaines personnes qui peut arriver jusqu'au génocide, justement. Et à ce moment-là, on ne peut pas... bon, j'ai fait des liens, mais on peut être même raciste des blancs entre blancs ou des noirs entre noirs. Ce n'est pas là la question, ce n'est pas une vraie différence, c'est une différence qu'on construit socialement. Donc, c'est là on va parler aussi des personnes racisées pour décrire ce phénomène-là. Ceci dit, moi, j'ai une sensibilité un peu différente que Sabrina. Puis moi, je pense qu'effectivement, on ne doit pas dire des mots juste pour les dire et pour dire, voilà, je suis capable de dire des mots et je ne me laisse pas intimider. Mais en même temps, puis j'ai vu dans les questions aussi, les élèves, s'ils posent la question, ce n'est pas grave, ils ont le droit de poser la question. On veut que des élèves nous posent la question. Si il y a dans un livre, dans un cours de français, on va lire un livre et dans le livre, il y a les mots. Ben, c'est très bien de lire ce livre et de réfléchir dans ce contexte social, à ce moment, je ne sais pas, on lit John Steinbeck, puis on dit, my God, dans les années 30 des États-Unis, c'était un terme qui était très présent, qui fait partie de l'histoire, qui nous fait véhiculer une réalité sociale qui était extrêmement forte à ce moment-là. Ben, il faut les lire, il ne faut pas éviter des livres qui ont des termes qui nous mettent mal à l'aise, mais on peut nommer ce malaise. Puis je donne souvent l'exemple qui est entre nous, pas pour l'école secondaire, mais pour vous, ça peut être intéressant pour réfléchir. Ça marche mieux à l'université. Mais il y a un film qui s'appelle I'm Not Your Negro, où en fait, ce sont 3 créateurs
afro-américains. Les réalisateurs Peck qui vient d'Haïti aux États-Unis. Il y a Samuel L. Jackson qui est un acteur afro-américain très, très connu qui fait la narration des textes de James Baldwin qui est un auteur, un écrivain extrêmement connu, évidemment, noir, qui était une personne importante dans la lutte des Noirs pour leurs droits. Puis moi, je trouve que c'est un exemple extraordinaire parce que le film s'appelle I'm Not Your Negro, et c'est pour dénoncer le racisme et la construction du racisme dans l'histoire, et on ne peut pas éviter de le dire si on veut voir le film. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils nous confrontent à ça, ils nous le disent. Donc, à ce moment-là, on doit le dire dans notre tête, mais on a le droit aussi de le dire à nos élèves, alors qu'à d'autres moments, ce n'est vraiment pas pertinent et nécessaire. Donc, vous voyez, les choix, ils doivent être très réfléchis. Ce n'est pas une réponse, et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec Sabrina, la réponse, elle n'est pas évidente. Mais évidemment qu'à chaque moment, aujourd'hui, on peut questionner tout ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, puis même ce qui va… C'est notre responsabilité même de toujours questionner, amener une réflexion critique à partir du contexte qu'on connaît, à partir de toutes les choses qu'on connaît aujourd'hui et que peut-être qu'on ne connaissait pas il y a quelques années quand on a écrit les manuels scolaires ou les programmes scolaires en histoire et qu'on a décidé d'écrire ou de nommer des phénomènes historiques. Puis aujourd'hui, on peut les nommer autrement. C'est tout à fait acceptable. Merci, Sivan. Hector, est-ce que tu voulais ajouter à cette discussion? Pas nécessairement. Je partage un peu le même principe, mais peut-être amener la discussion juste parce que je voulais le nommer, je le vois dans mon travail sur le terrain en tant qu'intervenant de proximité et bien sûr, on doit prendre en considération, juste par rapport à la question du racisme, de la discrimination, c'est sûr que nous tous, en tant qu'intervenants scolaires et en tant que société, on doit prendre conscience des processus d'exclusion vécus par les groupes minoritaires. Okay? Les pratiques qui vont exclure certaines personnes et qui vont marginaliser certaines communautés, et ça c'est clair, mais ce que je veux attirer, c'est l'importance d'accompagner justement ce jeune et ses familles, parce que justement, en tant que victime de ces mécanismes d'exclusion et de ce racisme, pour le nommer comme ça, mais il y a des phénomènes aussi. Pourquoi c'est important d'accompagner le jeune aussi et les familles en général? C'est parce que même s'ils ont des groupes minoritaires, il y a aussi des comportements racistes à l'intérieur des différentes communautés. Donc, ce n'est pas une chose exclusive. Et bien sûr, je ne suis pas en train de… C'est clair qu'on parle surtout d'une majorité qui va poser des gestes ou qui va rendre certains processus qui vont faire que ces gens vont être exclus, mais malheureusement aussi, entre les mêmes communautés, entre les mêmes groupes minoritaires, il existe du racisme et des pratiques d'exclusion entre elles. Et c'est pour ça que mon commentaire, c'est qu'il faut continuer à les accompagner, parce que ce n'est pas juste entre la société d'accueil et les Syriens, les Colombiens ou peu importe. Il y a aussi des pratiques d'exclusion et de racisme entre les communautés, entre elles-mêmes. Et il faut voir aussi quel a été le parcours de certaines personnes, comme par exemple celles qui ont été, et je voulais absolument les nommer parce que jusqu'à ça fait pas très longtemps, même après les statistiques qu'on a vues aujourd'hui, Québec était une des villes qui recevait le plus de personnes réfugiées, dont une grande majorité des personnes qui ont grandi, qui ont vécu dans des camps de réfugiés avec des conditions hyper difficiles et justement des conditions entre les mêmes groupes minoritaires difficiles. Donc, souvent, on peut retrouver ça entre certaines personnes, entre certaines familles, certains groupes de jeunes. C'est des pratiques. Donc, il ne faut pas juste aborder la question d'un seul côté, sinon vraiment réfléchir et surtout accompagner ces jeunes à prendre conscience de l'impact des mots, de l'impact des gestes, de l'impact. Justement, c'est une des questions là, qui se… Oh, excusez, je pense qu'on m'entend en double. Merci. Donc, justement, c'est une des questions là, qui se pose qui s'est posée dans le clavardage puis qui nous a été posée aussi dans les interventions qu'on a eues. C'est plusieurs enseignants qui se demandent comment interagir ou comment intervenir, quand entre jeunes
ces mots-là vont s'utiliser, que ce soit des blagues sur le racisme, que ce soit des blagues sur le nazisme. On a un témoignage dans le clavardage d'une enseignante qui dit des jeunes qui se font des fausses moustaches, des saluts, qui se disent des mots en lien avec le racisme, donc ou le nazisme, pardon. Comment est-ce que les intervenants peuvent réagir par rapport à ça? Des fois, peut-être que sur le coup, c'est difficile de prendre la parole ou d'entendre ça. Puis même des fois, dans certains témoignages, on entendait même que c'est pas forcément juste entre élèves, mais des fois, c'est dans les salles de profs, entre enseignants, entre intervenants. Donc, c'est quoi la posture qu'on doit prendre par rapport à ça, autant quand on l'entend de nos élèves entre eux, soit les termes, soit les blagues, puis comment on intervient aussi quand c'est peut-être des gens qui sont nos collègues de travail. Oui, je vous mets encore sur la sellette. Hein? Est-ce que vous sentez que votre siège est chaud? Parce que c'est sûr que c'est chaud, mais je vais vous dire ce que je pense. Puis, je vais vous dire ce que je pense par rapport aussi à partir de nos projets de recherche, notre projet sur le climat interculturel dans les écoles. Et c'est un enjeu majeur. Hein? La question des fois, c'est du racisme très clair, des attitudes racistes entre élèves ou les élèves avec les enseignants avec les élèves, les enseignants entre eux, les enseignants qui se parlent entre eux. Tout ça, on a pu le voir dans notre projet. Des fois, ce n'est pas tout à fait une attitude raciste, mais c'est un discours essentialisant. On va avoir cette idée de dire, hein, puis Hector a donné l'exemple des communautés, mais on a tendance à dire chez les enseignants, ah, les Syriens, ils vont faire ceci, cela parce qu'ils sont… Les Chinois, ils vont faire ceci, cela. C'est pas, ils ont une idée qui est souvent de l'ordre de stéréotypes. On a tous une idée, mais des fois, un stéréotype qui se construit par une expérience, parce qu'effectivement, si on a accueilli beaucoup de Syriens qui arrivent des camps de réfugiés, ben, il y a comme un défi qui les rassemble, qui est commun à tous ces élèves syriens-là, mais ça ne veut pas dire que c'est les Syriens qui ont ce problème-là, mais c'est un enjeu de leur parcours migratoire qui était extrêmement difficile à travers la guerre et les camps de réfugiés, etc. Donc, on a cette tendance-là, on l'observe, on l'a documenté dans notre projet. Donc, on sait et on comprend d'où ça vient. Ceci étant dit, pour moi, personnellement, du racisme, des attitudes racistes, c'est non. C'est tolérance zéro. C'est non, c'est-à-dire qu'entre collègues, on doit oser dire là, c'est inacceptable ce que tu viens de dire, mon ami, mais on doit être capable de le dire aussi très clairement aux élèves. Le défi, il est double. C'est qu'on doit reconnaître les attitudes racistes avec une telle certitude pour le dire à quelqu'un d'autre, là, tu ne peux pas dire ça. C'est stressant, je comprends, c'est difficile. Comment on est certain, on ne veut pas accuser quelqu'un de quelque chose qui pour nous est inacceptable. Mais en même temps, c'est très clair, hein? Puis dans les exemples, on peut très bien savoir la différence entre des blagues d'ailleurs et quand c'est vraiment une attitude raciste. Quand quelqu'un dit, on avait ça dans les mises en situation, si un élève dit à un autre élève, retourne dans ton pays, on peut intervenir, c'est facile d'intervenir, on sait qu'est-ce qu'on doit dire. Quand quelqu'un fait une blague de Heil Hitler ou de la moustache, c'est plus compliqué. Mais là, il faut travailler, donc sensibiliser les élèves, et c'est ça que Sabrina disait tout à l'heure. C'est quoi l'idée qui est véhiculée par vos actions, par vos pratiques? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Hein? Je vous fais un petit témoignage personnel, mais un de mes fils, à l'école secondaire, a eu cette réaction-là. Nous, on est juifs d'origine, de confession, puis il a eu notre élève qui lui a fait Heil Hitler. Et tous les enseignants ont réagi, ben non, il cherche les troubles, cet élève-là. Ce n'est pas vraiment du racisme. Ça se peut. Mais toute la classe l'a entendu, puis toute la classe l'a reçu comme une attaque à l'égard d'un élève juif. Donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas laisser passer des choses pareilles. Vous devez à ce moment-là dire « ceci est inacceptable, c'est du racisme », peu importe quel type de racisme. Et là-dessus,
il y a différentes façons d'intervenir dans une école. Il y a les codes de conduite, il y a différents comités qui peuvent faire le suivi. Vous n'êtes pas obligé d'être les seuls à réagir, mais vous ne pouvez pas laisser passer comme si de rien n'était, parce qu'à ce moment-là, on est dans la banalisation de ces attitudes-là. Ce sont des blagues, c'est des élèves qui cherchent l'attention, mais on permet un discours qui est inacceptable, en fait, dans nos milieux, selon moi. J'ai fait mon... Si je peux me permettre aussi, des fois, juste si on fait simplement bannir ou empêcher ou punir, purement et simplement sans explication autour, mais les jeunes vont continuer d'utiliser quand les élèves seront pas, quand les enseignants, quand les adultes seront pas autour, parce qu'il n'y aura pas cette conscientisation, ce poids-là des mots qu'on leur a donnés. Si on exclut entièrement ces concepts-là de nos pratiques, de nos moments, ben, on n'a pas on n'a pas l'occasion d'expliquer pourquoi ces mots-là sont difficiles. Ça m'est arrivé de devoir empêcher des commentaires sexistes dans un groupe de jeunes garçons. Puis, j'avais simplement dit non, on arrête, c'est terminé, on ne veut plus entendre ces explications-là. Puis, je les entendais quand même le dire quand je n'étais pas là. Puis après, on s'est assis avec eux pour dire voici pourquoi. C'est pas juste Élise ne veut pas que vous disiez ce mot-là, fait qu'on va le dire quand tu n'es pas là. C'est pourquoi est-ce que ce mot-là, pourquoi est-ce que cette expression-là n'a pas sa place? C'est quoi le poids derrière ça? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le vécu que ça reflète? Puis, ça a été beaucoup plus facile pour les jeunes de comprendre ensuite, puis ensuite d'arrêter de l'utiliser, puis eux-mêmes, entre eux, de s'auto-régulariser, puis de se dire, de s'invectiver aussi quand des commentaires comme ça se faisaient. Donc, il y a cette approche-là aussi, là, mais il y a plusieurs manières, comme le disait Sylvain, soit par le code de conduite, pour aller intervenir. Je me suis encore une fois permis de sortir de mon rôle d'animatrice pour passer un petit message. Mais donc, voilà. Sabrina, est-ce que tu voulais ajouter aussi à ça? Ou Hector? Oui, Hector, ton micro est allumé. En fait, pas nécessairement directement la question, c'est de façon plus générale pour réagir à ce que tu as dit, et que ça peut toucher tous les sujets qu'on a mis sur la table aujourd'hui, toujours par rapport à ces besoins de compréhension. C'est que quand on parle de valeurs et cette confrontation de valeurs, et surtout en milieu scolaire, et qu'on pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il ne s'agit pas d'acculturation. C'est là, à partir de maintenant, tu fais comme ça et c'est ça. Juste par rapport à ce que tu disais, c'est l'importance de l'explication qui vient après. L'importance de montrer la voie, de montrer des exemples, justement un accompagnement. Et ça, on le vit dans différentes institutions, en milieu scolaire, milieu éducatif, si on parle de la protection de la jeunesse aussi. Donc, on va toujours nommer certains comportements pour certains sujets, mais sans l'accompagnement nécessaire. Et c'est la partie qui manque aux gens qui sont dans un processus d'intégration et pas d'acculturation. Donc, l'échange est nécessaire à la base. Donc, comme tu le dis, quand ça passe, il faut intervenir, c'est clair, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre, mais ça doit devenir avec un discours adapté et un accompagnement pour aller chercher justement quel est les besoins derrière ça, derrière les blagues, derrière les commentaires, derrière les gestes. Quelle est ta souffrance? Quel est ta besoin, ou en tout cas? Puis on a... vas-y, Sabrina. Oui, bien, en fait, je serai courte, là, mais moi, je reviens à la classe parce que c'est ma spécialité. Mais par rapport à ce que disait Sylvain, puis ce que vous avez dit aussi, Hector et Élise, c'est-à-dire que il faut faire attention quand un événement comme celui-là se produit en classe, de ne pas banaliser cet acte-là. Comme Sylvain disait, bon, les enseignants ont mis ça sur le dos d'un élève qui veut attirer l'attention ou c'est pas vraiment de l'intimidation, mais en fait, les actes racisme, ce sont des actes de violence et ça doit pas être banalisé, c'est important. Il ne faut pas non plus, c'est sûr, stigmatiser l'élève puis le radicaliser ou faire en sorte qu'il se ferme. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là, comment être clair que cet acte-là est inacceptable. On peut agir, c'est sûr, sur le coup, mais je pense que ça vaut la peine
de revenir de façon dépersonnalisée, si on veut, le problème, puis éduquer. Et dans mes projets de recherche sur les mouvements de lutte, de lutte pour les droits et libertés au 20e siècle, je me suis aperçue, par exemple, dans l'histoire de l'Afrique du Sud ou des États-Unis, où le racisme est vraiment au cœur, ou encore dans l'Holocauste en Europe, le racisme est au cœur des événements qui sont présentés dans la classe d'histoire, mais les enseignants, j'ai fait plusieurs heures d'observation en classe, puis les enseignants, il n'y en a aucun qui a pris le temps de définir qu'est-ce que le racisme. Tous ont parlé du racisme, mais personne a pris le temps de s'asseoir avec les élèves et de définir le thème, de leur apprendre à le reconnaître ses manifestations et expliquer ce phénomène-là sur le plan historique, mais aussi sociologique. Et je pense que ça, c'est une... En fait, ce n'est pas demandé dans le programme, alors on comprend pourquoi les enseignants ne le font pas, mais de mon point de vue, dans une optique d'éducation à la citoyenneté, c'est un problème majeur et je l'ai écrit là, puis le ministère est au courant. Mais je trouve que, non mais c'est vrai, je pense que c'est important qu'on mette ces sujets-là dans le programme et qu'on donne les outils aux enseignants pour être en mesure d'aborder de façon vraiment pertinente et informée, qu'ils soient à l'aise de parler de ces sujets. On assume que comme c'est un terme qui est utilisé et que les élèves entendent, puis ils savent qu'est-ce que ça... Mais c'est pas forcément le cas, c'est ça? Tellement pas le cas. C'est ça. Il faut assumer qu'ils ne savent pas c'est quoi pour vrai, qu'ils ont une idée, un sens commun qui est partagé et qui est très souvent très loin de ce qu'il faut vraiment retenir. Donc, ils pensent que être raciste, moi j'ai souvent la question sur des blagues. Est-ce que cette blague-là est-elle raciste? Ils essayent d'identifier, puis ils ne sont pas certains en fait. Donc, il faut identifier. Je me permets juste, Élise, faire un lien avec ce que disait là Sabrina sur elle parlait d'équilibre entre tout ce qu'on doit faire. Puis, il y a une question dans le clavardage de Marc-Antoine Farret sur la question comment naviguer entre la culture... C'était à ça où je voulais vous amener aussi. Les wokismes, et c'est tellement une bonne question parce que c'est exactement ça qu'il faut faire naviguer. C'est-à-dire que, et moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas si présent que ça. En tout cas, moi, j'ai pas eu beaucoup des vraies situations de wokisme dans mes milieux universitaires. Ceci étant dit, je comprends qu'on apprend un discours aussi. Les élèves savent, ils sont très au courant du débat social et ils sont très capables d'amener ça, puis de questionner, puis un peu vous mettre tous à l'examen, comment vous allez réagir. Et c'est là, en fait, où il faut être vraiment dans les nuances, être capable de dire les choses, de comprendre aussi pourquoi on les aborde, pourquoi on les fait d'une certaine façon. Donc, si on est capable de leur expliquer nos choix, de leur dire justement de connaître notre position, de l'assumer, d'être capable de la justifier parce que c'est correct de vouloir expliquer à nos élèves pourquoi on amène certains sujets d'une certaine façon. On va juste aller plus loin dans leur compréhension aussi de la question. Mais là, on ne peut pas nous accuser ni de cancel culture, ni de wokisme, ni donc. Et si je reviens, je fais des liens, mais il y a la question de Richard là-dessus sur ce que disait Sabrina. Est-ce que finalement, il faudra donc dire la traite des personnes esclavisées africaines? Ça marche bien, je trouve. Sabrina est d'accord. Moi, je me dis, c'était un bon mélange. Mais réfléchir avec les élèves. Oui, ça apparaît dans le programme de cette façon, mais nous, on va le dire autrement parce qu'on sait que ça veut dire ceci, cela. Et donc, ce n'est pas parce qu'on veut s'annuler, mais c'est parce qu'on veut avancer, on veut aller plus loin, on ne veut pas réitérer à chaque fois une attitude raciste à l'égard des personnes qui ont été racisées. Donc, vous voyez, il y a comme toute cette complexité-là qu'on peut faire sans forcément, évidemment, dire dans chaque phrase 4 phrases de parenthèses pour le faire, mais dans notre attitude, dans notre façon d'amener les sujets en classe, déjà, on va le faire. Je vous donne un petit exemple qui est un avant-goût pour l'après-midi, mais dans notre réflexion sur comment enseigner sur les génocides ou étudier les génocides, nous, on a fait le choix de ne plus jamais utiliser les mots « exterminer ». Parce que quand on parle d'exterminer,
Ce qui, d'ailleurs, le mot que tout le monde va dire quand on parle de génocide, on met les mots des génocidaires dans la bouche et on regarde les personnes qui ont été leurs victimes comme des moins qu'humains. C'est pour ça qu'on peut parler d'eux comme ça. Alors que si on ne veut pas le faire, ben on va décider de ne pas dire ces mots-là, puis on va trouver d'autres mots. On est capable de l'expliquer. Donc, on est déjà dans la réflexion critique sur l'histoire ou sur la façon de comprendre l'histoire et l'enseignement éthique qu'on doit avoir à partir de ça aujourd'hui dans la société. Donc, vous voyez, il y a comme une réflexion qui est possible et je pense que les élèves sont très capables d'entendre, surtout au secondaire évidemment, mais même dès le primaire, peu importe le sujet qu'on amène, ils sont capables de comprendre des nuances et des complexités. C'est nous qui avons peur de ne pas réussir, mais on est capable. Donc, on doit, c'est vers ça qu'on doit aller. De plus en plus de nuances et de complexités et de moins en moins de vérités absolues qui doivent être courtes et efficaces. Et là, on va pouvoir naviguer et assurer cet équilibre-là. Hector, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à toutes ces interventions? Il y en avait quelques-unes. Juste terminer peut-être le tour de la question par rapport au fait que ça devient, là c'est sûr on parle vraiment de l'intervention directe lorsqu'une situation se présente, une situation concrète, mais juste peut-être amener l'équipe école et enfin, nous amener en tant que société à continuer à travailler en prévention. Parce que oui, il faut intervenir à différents niveaux, mais nous avons tout intérêt à continuer à faire la promotion de la diversité, à sensibiliser les élèves à la diversité, à la richesse de tout ça. Et je pense que ça ne sera jamais assez, surtout dans les milieux scolaires où c'est vraiment où ça se passe. Tous les enfants sont toute la journée là, à vivre, à partager, à se côtoyer. Et même dans le personnel, il manque de la diversité à l'intérieur, donc des modèles pour les élèves, pour se voir représentés et rendre ça plus normal. Hein. Normaliser la diversité, voir que ce n'est pas une question d'une seule école. C'est parce que tu es à des Rochebelle que là, tu peux te sentir bien entre amis de différentes origines. Donc, continuer à faire la diversité, la prévention de ce type de conflits. Et j'ajoute aussi la dimension de la nouvelle façon de racisme qui se passe, qui est moins évident, qui se passe dans les réseaux, plus dans l'imaginaire que dans les concrets. Donc, ça veut dire les jeunes qui sortent ou qui est branché sur son téléphone et qui peut déraper à tout niveau. Donc, encore là, c'est sensibilisation, prévention et intervention lorsque des situations comme ça se présentent. Super, merci. Merci, Hector. On a quelques commentaires dans le clavardage. Sivan, effectivement, tu as mis ton grain de sel aussi dans le clavardage pendant l'intervention d'Hector. Mais on voit que même en mettant beaucoup de prévention puis de sensibilisation autour, ben, ça peut quand même se passer. Ça devient quand même un défi dans les classes. Ça va être un défi dans votre classe. Parce que tu fais référence, Élise, à mon intervention, mais je pense que c'est vraiment important de le dire aussi. Il faut que d'emblée, on les reconnaisse. Vous avez tous raison, c'est un défi énorme. On ne dit pas du tout que c'est facile. D'où l'importance d'y réfléchir, de s'y préparer, et d'où l'importance aussi d'en parler dans vos équipes écoles et avec vos directions. Et moi, je pense qu'il faut que ce soit très clair. Et il y avait aussi une question sur les safe space dans la commission Cloutier. Je suis tout à fait d'accord que l'éducation, ça ne peut pas être toujours un endroit sécurisé. Mais en même temps, il ne doit pas non plus en laisser dans nos études sur comment enseigner les génocides. On sait par exemple que si on va montrer une image choc aux élèves, ils ne vont plus vouloir regarder et écouter vos histoires. Donc, sur les coups, ils vont être comme super touchés, ils vont se sentir concernés sur les coups, mais c'est tellement choquant et désagréable qu'ils vont arrêter de vous écouter, ils ne vont plus vouloir apprendre. Donc, encore une fois, il faut aller chercher un équilibre. Là, ce n'est pas si évident que ça de dire on veut pas être trop sécurisant, on veut aller le chercher, on veut un peu les énerver, on peut les éduquer, on peut les amener plus loin, mais en même temps, on veut qu'ils nous écoutent, on veut avoir un climat qui permet l'apprentissage. Donc, c'est là où il faut toujours avoir un équilibre. Non pas d'éviter de dire les choses, n'est pas d'éviter d'aller dans la complexité et les nuances,
mais de le faire de la bonne manière, c'est-à-dire de la bonne manière pédagogiquement et humainement parlant. Donc, si on sait qu'on va aborder un thème qui est plus sensible, ben, ça peut être intéressant de, par exemple, aviser les autres membres de l'équipe et la direction. Là, chers collègues, on va aller dans un sujet qui va être peut-être difficile. Vous allez peut-être avoir des réactions dans d'autres classes. Vous allez peut-être avoir, ça va discuter entre les élèves. Peut-être qu'il va y avoir des parents qui vont appeler. Mais là, à ce moment-là, c'est bien que l'équipe école est au courant puis qui est capable de soutenir ces moments de l'apprentissage. On peut aussi prévoir d'emblée des situations où plusieurs enseignants, c'est l'intérêt de l'interdisciplinarité, mais où plusieurs enseignants vont aborder différents aspects des mêmes questions plutôt sensibles. Et donc là, on peut aborder à partir d'un livre en français, puis ça nous permet de réfléchir sur certains aspects, puis identifier les définitions historiques dans les cours d'histoire, puis aller réfléchir sur les enjeux éthiques en éthique. C'est génial. On a ces capacités. Je sais que c'est beaucoup plus complexe, mais ce sont des thèmes complexes, et des thèmes sensibles et complexes. Donc, on doit aller dans la complexité pour les traiter. On ne peut pas espérer de les traiter facilement puisqu'ils sont complexes. Donc, toute la réflexion que je pense que moi et Sabrina, dans notre travail, ce qu'on fait, c'est vraiment reconnaître la complexité et essayer d'adresser cette complexité-là, pas l'esquiver. Donc, c'est sûr que nos réponses vont toujours être « Ah, oui, c'est complexe, mais allez-y pareil. » C'est sûr que aussi, souvent, c'est dans les moments où on est moins préparé que ces discussions-là vont être plus, vont déraper, vont être dégénérer. Quand on est surpris. C'est ça. Quand on est surpris, c'est beaucoup moins… c'est pour ça qu'en fait, dans la vie, quand vous présentez des choses à vos élèves, il faut que vous soyez préparés de tout ce qui peut arriver, ou en tout cas, le plus possible, parce que quand on est surpris, on réagit moins bien, évidemment. Mais si vous êtes surpris, vous pouvez toujours dire, là, c'est une bonne question, je ne connais pas tout à fait la réponse, elle est complexe, j'aimerais y réfléchir, puis je vous reviens la semaine prochaine. Vous avez le droit de le faire, on n'est pas dans une salle d'urgence d'opération cœur ouverte et les patients vont mourir. Comme disait Sabrina tout à l'heure, l'éducation, ce n'est pas une chose qui arrive comme ça, ce sont des petits moments. Et donc, vous avez le droit de reconnaître que vous n'êtes pas prêt à aborder tout sujet à tout moment, comme disait d'ailleurs Sabrina dès le départ. Puis là, Sabrina, elle avait les petits doigts. Vas-y. Mais Hector a ouvert aussi son micro, je le laisse. Merci. Juste pour dire qu'il ne faut pas se sentir toute seule, ou même l'équipe école. N'hésitez pas à faire appel au milieu communautaire, à des partenaires de l'extérieur pour vous accompagner, vous soutenir dans tout ça. C'est correct de dire, c'est une bonne question, c'est une grande réflexion, on va la faire ensemble, mais je veux me préparer et aller chercher les ressources. Que ce soit pour les… Là, on est en train de parler du racisme, mais sexualité, religion, je ne sais pas. Exact. Il y a des partenaires dans la communauté et moi, bien sûr, c'est mon lien principal. Il faut cette collaboration entre l'école, la famille et la communauté. Oui, merci. Moi, je terminerai juste sur je reviens un peu sur ce que Sivan disait, là, sur la question du processus, puis au niveau des écoles, des commissions scolaires et du ministère. Si on fait vraiment le choix au Québec de former les élèves à mieux vivre ensemble dans une société démocratique, on n'a pas le choix que de faire de la place à toutes ces questions sensibles, à ces thématiques difficiles. Il faut bien former les enseignants, il faut bien les accompagner, il faut faire des liens avec les communautés, avec la famille, etc. Et il faut aussi accepter l'inconfort dans lequel ça nous place. Et cet inconfort-là, ça peut pousser certains élèves à porter plainte, ça peut porter certains parents. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur ce que tu disais, Sivan, dans le sens où ça prend vraiment un appui de la direction d'école, ça prend une prise de position claire de la part du centre de service, de la part du ministère, que si on s'entend tous là-dessus, puis qu'on a bon, ça revient à la première question qu'on avait là, sur la commission Cloutier, mais je pense qu'effectivement, d'avoir cette liberté d'aborder ces thématiques-là, c'est important. De savoir que ça va créer de l'inconfort, c'est important aussi d'apprendre à vivre avec cet inconfort-là, c'est nécessaire. Et tout en essayant de faire en sorte que tout le monde reste respectueux dans le processus et qu'on va conserver la diversité puis la divergence d'opinion quand même tout au long. Mais on travaille ensemble à construire l'avenir.
Puis l'activité d'aujourd'hui amène ça aussi, vous amène les personnes qui nous écoutent à réfléchir aussi à ces questions-là, à cet inconfort-là, à ces malaises-là. Puis donc, sans avoir la réponse toute prête, à être déjà un peu mieux préparé à quand ces questions-là vont arriver, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux réagir. Si je ne suis pas prêt, on prend un temps d'arrêt, avec les élèves, puis on l'a vu aussi dans les commentaires, aussi entre les gens dans le clavardage, je pointe là, mais donc dans le clavardage, le lien de construire le lien avec ses élèves, de prendre le temps d'avoir une intervention qui est mieux réfléchie aussi, donc qui ne sera pas sur le coup, sur la réaction, sur l'émotion aussi. Puis quand les élèves sont dans cette réaction-là, sont dans cette émotion-là, le rôle aussi de l'enseignant, ça va être de calmer, de diminuer ces tensions-là et de remettre le focus sur la discussion, l'ouverture, le respect du dialogue puis des échanges. Donc, pour mettre un moment, pour permettre un moment où on peut s'exprimer. Puis ça se peut que ça ne soit pas sur le coin du corridor quand ça arrive entre deux élèves. Puis ça se peut que ça ne soit pas 10 minutes avant la fin de votre cours quand la question se pose. Mais donc, c'est d'être en mesure de reprendre ça puis d'en faire une discussion qui va faire preuve d'ouverture aussi. Donc, on est quand même pas mal à la fin de notre panel. On avait une question parce que là, au fur et à mesure, vous avez été très rapide sur le clavardage et sur les questions, nos panélistes, pour répondre au fur et à mesure aux questions des gens. On avait une question là, qui n'était pas encore répondue, qui était une question pour Hector. Est-ce que le poste agent collaboration école, famille, communauté est un poste initié par le centre de service ou par le centre ou les services scolaires? Comment est-ce que les écoles perçoivent votre rôle? Puis, est-ce que c'est avantageux? Quel genre de défi à quel genre de besoin est-ce que ça répond? C'est beaucoup de questions dans un seul. Mais bref, qu'est-ce que c'est un agent de milieu? En fait, la mesure, c'est une mesure créée par le ministère de l'Éducation via la DILEI. C'était la mesure 15055, donc d'avoir des agents de soutien aux collaborations école, famille, migrantes, communauté, comme je l'ai dit depuis tantôt, l'importance de réaliser que c'est pas juste si on accompagne l'élève, il faut accompagner aussi sa famille et il faut inviter les parents à l'école dans le sens où il faut les approcher pour faire équipe, il faut approcher la communauté pour faire équipe dans ce grand mandat qui est d'éduquer les futures générations. Donc, nous, en fait, c'est ce qu'on fait et ça va par chaque centre de service était libre de développer la mesure. On peut dire qu'il y a des mandats différents selon chaque centre de service. Nous, ici à Découvreur, on a surtout décidé de soutenir directement sur le terrain l'intégration scolaire des familles, donc l'intégration scolaire, mais de soutenir aussi l'équipe école via la promotion et faire en sorte que la communication, justement, de mieux connaître nos familles, de mieux connaître, de répondre aux attentes des parents, de répondre aux attentes, arrimer les attentes, en fait, des deux milieux, chose qui est très importante, justement, qui peuvent éviter toutes sortes de questionnements, comme par rapport à la discussion d'aujourd'hui. Donc, de s'asseoir avec les parents, avec le milieu scolaire et faire ces liens. À la base, on est des agents de liaison. Il y a les modèles aussi qui existent un peu partout, qui est beaucoup plus connu comme ICSI, donc des intervenants communautaires et scolaires un peu partout dans la province. Ici, dans notre région, dans notre ville, c'est connu comme RAMI, donc ce sont les intervenants du centre multiethnique. Et comme j'expliquais, j'étais là à l'origine de cette démarche, de cette équipe. C'était quoi déjà l'autre question? Comment c'est accueilli dans les écoles? C'est sûr que c'est un travail de promotion aussi. Les écoles n'ont pas nécessairement cette habitude, donc on travaille très fort avec les écoles. Je ne parle pas juste pour moi dans les autres milieux parce qu'on collabore beaucoup entre agents. On travaille beaucoup à sensibiliser les milieux scolaires, à s'arrêter un moment et réfléchir sur quelle est la meilleure façon d'accompagner la famille, quelle est la meilleure façon d'intégrer l'élève. Pourquoi c'est gagnant d'aller évaluer, d'aller faire une entrevue d'accueil pour connaître certaines informations en lien avec le développement de l'enfant et en lien avec le parcours migratoire de la famille, dans des situations plus complexes, justement, où ça bloque
on est là pour soutenir les deux. Donc, c'est un travail encore de promotion, mais qui est très apprécié dans les écoles parce qu'on sait bien, ça va tellement vite que souvent l'enseignant n'a pas le temps de s'asseoir pour rencontrer les parents ou l'école, l'équipe école. Donc, on est là en soutien. Super, merci beaucoup, Hector. Ça fait pas mal le tour de nos questions. Cassandra, je te repasse le micro. Oui, ben merci à tout le monde. C'était vraiment intéressant. Puis je s'entend du côté des panélistes que des gens qui sont avec nous, qu'on aurait pu continuer vraiment longtemps encore, d'où l'importance de journées comme aujourd'hui. C'était super. Un gros merci encore à nos panélistes Sabrina, Sivan et Hector. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à tous. Merci. Merci pour l'invitation aussi. Avec plaisir. Bye.